Le futur dans le clair, le présent, le clair rouge, et le passé. Et nous sommes au curseur orange à moins 1 800 000 environ. J'ai modifié le heapspace pour qu'il comprenne la petite ring route ici, et puis qui accepte toute une liste de moments choisis entre moins 1 800 000 et aujourd'hui encore un peu plus, l'année 2014. Donc voilà, déjà vous êtes au courant. Je crois qu'on va commencer. Isabelle, je vous expliquerai tout ça. Alors déjà, on peut zoomer cette timeline à plus de 100 000 ans, mais c'est encore vague. On voit qu'on est à l'an mois d'avril, à l'an moins 1 800 562. Il est environ 18 heures et quelque chose. Attendez, je vais regarder là. Et puis, le temps passe à cette époque aussi. Et il apparaît une technologie très essentielle qui arrive dans 2 secondes. La voici. On a horizontal, pas longtemps. Donc, il lui a fallu, si je dézoome cette technologie, plus de quasiment 1 400 000 ans pour domestiquer le feu, mais je ne sais pas, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis après, ça a été beaucoup plus vite, et si je zoome, nous sommes maintenant au 1er janvier 1970, où cette technologie invente Unix, un système d'exploitation. 15 ans plus tard, Steve Jobs crée la société, investit toute sa fortune pour créer la société Next, et en 1989, il présente au monde quelque chose d'absolument révolutionnaire. J'en ai un exemplaire ici, je vais vous le montrer. Il s'agit d'un Next Cube. Voilà, on saura un peu ce que c'est. Et puis, en 1991, excusez-moi, c'est moi qui vais vendre tous mes biens pour pouvoir me procurer une de ces machines-là. C'est aussi la machine sur laquelle on a inventé le web au CERN. En juillet 1994, donc je commence l'informatique sur cette machine, sur ce Next. Et j'ai l'idée d'un projet en 1994. On verra que, voici, je vous fais un petit zoom là-dessus. C'était l'idée de gérer l'information dans le temps. Ça venait d'un projet qu'on avait avec la radio, Espace 2, où, avec les émissions, les gens, les journalistes voulaient pouvoir placer d'autres informations, je ne sais pas, des cartes, des documents, des numéros de téléphone et tout ça. Et on trouvait intéressant de leur donner un truc comme ça, où ils puissent préparer, en même temps que leur émission, toutes leurs informations. Ce qui s'est appelé après le projet le Bison. J'en profite pour leur réserver le racket.ch. Et en 1996, c'est Apple qui ne va pas très bien, qui rachète Next pour 430 millions. Et plus tard, en mars, qui propose la première version de Next dans Apple. Donc, juste pour dire qu'ils ont fait de beaux hardware pour donner des couleurs à la trésorerie d'Apple qui allait mal. Mais ce qui est important ici, c'est de voir la persistance du X. En fait, ici, c'est Next qui est basé sur de l'Unix, mais ça, c'est une machine Unix. Là-dedans, il y a le code qui a été fait pour Next. Donc, on pense que les choses vont vite, mais il y a des codes de 30 ans qui tournent là-dedans. Donc, ça, c'est la première version de l'iPhone. Voilà. En fait, ce qui reste d'Apple, on peut dire que c'est que le logo. Et c'est clair que quand on voyait ça, on se dit, wow, cette belle technologie, Steve Jobs aux commandes d'Apple, il fallait parier sur l'action Apple.
D'ailleurs, j'ai un exemple ici, dans cette lettre, dans cet email, effectivement à 22h17, si la personne m'avait écouté, elle aurait multiplié sa mise par 50. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, 2004, en mai 2004, une technologie hyper novatrice est apparue qui va permettre justement de répondre à cette problématique de gérer les choses dans le temps, qui était le projet de Bison. Donc en fait, il faudra encore 10 ans pour arriver à HipSpace, qui est l'application qui me permet de faire ce que je voulais faire en fait dans ce premier projet ici, en 1994. D'ailleurs, je peux relire le texte là-dedans, je pourrais le lire maintenant, c'est tout à fait adapté. Voilà, maintenant on va zoomer sur les 10 années qui séparent le début de HIP jusqu'à la fin de HIP, mais avant, je vais vous présenter HIP. Bon, c'est un peu technologique, mais j'ai vulgarisé, j'ai essayé de faire ça au mieux. L'outil informatique utilise des modèles de données qui se basent sur un ancien postulat qui utilise deux concepts et qui ont comme inconvénient de segmenter l'information. Hack.ch propose un nouveau modèle basé sur un nouveau postulat utilisant un seul concept et qui a l'avantage de relier l'information et de la gérer dans le temps. Et ça ouvre de nombreux usages. Donc les modèles de données, il y en a des très simples, quoi. Il y a le web, qui est constitué de pages, des bases de données temporelles, des bases de données toutes simples, avec des tables et des colonnes, et le web sémantique ou RDF. L'ancien postulat dit que l'information réside dans les données. Donc, on stocke des données. Par exemple, Richard, Camille, Arthur sont des données, et des pages, etc. Maintenant, le deuxième concept qui sont utilisés, c'est les données, mais c'est aussi les références. La page 1, web, référence la page 2, etc. Si on veut que Richard et Camille, on veut dire qu'ils appartiennent au service recherche et développement, R&D, il suffit de faire une référence sur le 1, etc. Et puis le triplet, Team, M, ISA, c'est 3 références sur 3 données. Donc on n'a que des données et des références. Tous les modèles de données ont au moins ces deux concepts-là aujourd'hui. Comment faire pour faire créer un nouveau postulat? On va dire, ok, prenons la donnée Richard. Effectivement, elle est porteuse d'informations. C'est un mot, ça peut être un nom de famille, ça peut être un prénom, ça peut être un nom commun, ça peut être un adjectif, un personnage. Donc la donnée Richard, effectivement, elle porte beaucoup d'informations, donc le premier postulat est juste. Mais si on place ce Richard dans un autre contexte, pour un Indien amazonique, peut-être, ok, déjà il y a moins d'informations, c'est un mot, un prénom. Et si on place ce Richard dans l'absolu, ben, finalement, il ne reste plus rien. Essayez de vous imaginer dans l'absolu sans rien autour de vous. Après, vous ne saurez pas si vous êtes grand, petit, jeune, vieux, vous allez simplement inexister. Donc, pour que quelque chose existe, il faut quelque chose d'autre. Une donnée dans l'absolu n'a pas d'existence. Et Richard, là, va exister du moment où il peut être relié à d'autres données, et ces autres données existent également, elles, quand elles sont reliées à d'autres données. Donc, on arrive au nouveau postulat qui dit que, c'est Gilles Deleuze, qui disait que une chose n'a pas d'existence dans l'absolu, elle n'existe que par rapport à d'autres choses. Donc c'est dans le rapport, c'est dans l'entre-deux que l'information réside, et le nouveau postulat est donc que l'information réside dans les liens. Donc on n'utilise qu'un seul concept qui est baptisé simplement le lien. À gauche, on a donc des données et des références, les modèles actuels, et avec le système HIP, les données et les références ne forment qu'une seule chose, l'information est dans le lien. Et concrètement, un lien, c'est par quadruplaire, enfin, c'est il y a 4 références, 3 références sur d'autres, quadruplaire, c'est un truc comme ça, qui pointe sur un autre comme ça, qui pointe sur un truc comme ça. C'est un écheveau d'assemblage de structures comme ça.
nouveau, alors modèle innovant, ce modèle est baptisé pour Hyper Information Processing, et pour l'amorcer, il faut un noyau. Ici, on a un noyau de 14 liens, on voit qu'ils sont numérotés, c'est des quadruplets, on voit qu'ils sont numérotés de 1 à 14, et on voit qu'ils sont tous reliés. Et pendant longtemps, je me dis, attends, là, avant de trouver ça, je cherche le mouvement perpétuel. C'est-à-dire, si une chose existe par rapport à une autre chose, l'autre chose existe aussi, mais comment tout a commencé? Donc, je me suis arraché les cheveux. Mais finalement, j'ai trouvé ce noyau de 14 liens, ici, qui est dans une autre notation, on prend simplement ce lien. Et finalement, en cherchant, j'ai trouvé un noyau encore plus petit, qui est un peu plus complexe, qui est le noyau de 9 liens, on ne peut pas faire plus petit. Ça veut dire qu'avec ce noyau de 9 liens, on a un système qui s'autodécrit, qui est capable de s'améliorer et de grandir et de structurer les formes et toutes sortes d'informations. Mais au départ, je suis obligé de partir d'un minimum de liens. Dans la réalité, je pars avec un noyau de 100 liens, mais ils sont basés sur soit le 14, soit le 9. Pourquoi l'information est segmentée dans les autres modèles? C'est parce que j'utilise des références et que ces références sont unidirectionnelles. Page 2 ne connaît pas page 1. Si elle disparaît, page 2 va pointer sur quelque chose d'inexistant. Donc, grosso modo, l'utilisation de références unidirectionnelles pose des problèmes d'intégrité de données. Qui référence ces données? Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux supprimer cette table, cette classe, etc. Ça peut être dangereux, donc on ne supprime plus, on ajoute et ça devient des unités d'ingrédients. Donc, avec le modèle HIP, l'information, par exemple, Richard, est un lien. Elle est reliée, il suffit d'avoir une seule information. Vu que tout est lien, on peut retrouver l'ensemble jusqu'au système lui-même à partir d'une seule information. Et en plus, on peut trouver la méta-information, c'est-à-dire l'information qui définit l'information, l'information de description. Donc on arrive à remonter, est-ce que ce Richard est utilisé comme nom de famille, comme prénom, etc. C'est un mot fait, etc. On arrive à tout retrouver la chose. Et maintenant, un très gros avantage du système HIP, c'est que, vu que c'est que un ensemble de liens, c'est très simple, on leur ajoute des attributs temporels, les accords de confidentialité, merci Mehdi, je vous remercie de la signer avant de partir. Et puis voilà, Stelio aussi, ok, c'est extra pour la gestion du temps. Jérémy Richer qui est ici, des profs à l'Uni, des mathématiciens, et puis ensuite, ok, il faut aller chez moi pour un truc, et puis voilà, il faut commencer à écrire des trucs, et puis à noter les avantages, et puis voir toutes sortes de monde. Monsieur Lebray qui donne des inodrantes, c'était des bourses de 100 000 francs, un VC, un venture capital, mais c'était un peu trop tôt. Ils m'ont dit, ah, il faut breveter au plus vite, ok, on fait tout ça. J'ai vu toutes sortes de gens, mathématiciennes, le doyen de la faculté informatique de l'EPFL, c'était intéressant. Le directeur informatique de l'OCHOP, mais il avait des problèmes beaucoup plus pragmatiques lui à l'époque. Le pape des bases de données, Karl Borer. Et en 2005, la promotion économique avec Créapôle m'invite aux 5 ans de Créapôle. Et je fais un pitch qui a été relevé par monsieur Armand, voilà, je crois. Ensuite, bon, j'ai vu plein de gens dans des unis. Monsieur Mercera, un coach qui m'a été donné par la promotion économique du Jura, on était voir du monde. Et la promotion économique, à la suite de ces 5 ans de Créapôle, m'a offert une étude de brevetabilité. Donc voici le résultat qui était favorable. Qui a été par M. Christophe Sam, qui va être intervenant après, de PTS de Neuchâtel. On les cours Venture Lab, il y a des cours pour les jeunes entrepreneurs en Suisse, et finalement, il est patent pending. Voici la version française du brevet. Donc là, je suis beaucoup plus libre, je peux aller voir plein de monde, j'ai le brevet, tranquille, je suis sécure. Et on me dit, mais Richard, trouve une application à ton truc. Je dis, mais tu fais tout avec ça. Ok, je vais voir les gens, monsieur Michel Léonard, très très intéressant, le directeur de la faculté de l'Uni de Genève, le créateur de... Et monsieur Catel, qui est ici présent, avec qui il m'a coaché pour faire un papier scientifique, parce que moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas académique.
Voici, il y en a deux à disposition pour les prendre. J'en ai fait plusieurs. Et puis, c'est à ce moment que je me dis, bon, il faut peut-être aller voir Marc. Marc l'Américain. Marc, ça se voit bien. Et Nestor. Ils habitent une ville sympathique avec un port, des beaux ciels bleus partout, des beaux buildings et surtout une vallée connue. Donc je vais là-bas, je vois toutes sortes de gens, un business angel, un busy Google, etc. Monsieur Edouard Bugnon de VMware qui me fait voir d'autres personnes, etc. Mais de toute façon, la question reste toujours la même, mais très simple, deux mots. So what? Yves, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec des tout? Mais je sais vraiment. Bon, je reviens ici, il faut trouver des profs, parce que pour avoir ces îlots grandes, il faut des profs qui sont d'accord, mais ils sont tous overbookés, celui-là il n'avait pas le temps. Je vais donc à la commission pour la technologie de l'innovation à Berne faire une démonstration. Je fais plein de démos tout le temps aussi à des industriels et finalement je bénéficie d'un coach CTI. On va voir un prof à l'ETH et qui nous fait un rapport, etc. Je vois d'autres profs, c'est très bien. Celui-ci m'a dit par exemple, mais quand vous aurez une application, vous viendrez me voir et on fera un projet CTI ensemble. Lui, je l'ai vu plusieurs fois, trois docteurs ici, enfin je les ai zappés. Etc. Mais il faut que j'aille vite parce que sinon ça va être trop long. La CTI me propose même une étude de faisabilité, c'est-à-dire un projet CTI de 100 000 francs sur une durée de 6 mois. Entre-temps, je vais faire des démonstrations à l'IDIAP dans le Valais, Créaboul me coach, Créaboul et ça cette fois, et j'arrive finalement à une maquette que je montre à mes partenaires académiques, M. Reiki Gerisotti de la HEA à Saint-Imier. Alors, ils trouvent ça très bien, c'est extra. On fait l'étude de faisabilité de 100 000 francs, on envoie non. Non, c'est juste pas possible. On va voir les gens à Berne, on dit attends, ça joue pas, on vous montre le truc, vous regardez bien. Oui, ils disent oui, ils ont dit 3 fois oui. Parce que monsieur René Sommer qui était là, il utilise des PIM, c'est le Personal Information Manager, ce que est Ipspace, c'est un Personal Information Manager. Il était tout chaud avec cette chose. Donc, bien sûr, l'étude de faisabilité est partie, donc on commence à faire du concret maintenant. On oublie un petit peu Ipspace. Avec Créapol, la HEA Game Solution ici, on va voir Fitech, mais malheureusement, ça n'a pas joué. Le projet était trop ambitieux pour nous, Jurassiens, donc tout le monde rentre à la maison. Ensuite, des essais, Fondation Hasler, un premier fan de HIP, il a attendu 4 ans avant de m'envoyer un message, et un deuxième CTI important, d'ailleurs j'ai oublié le premier CTI, le voici, et puis le deuxième CTI, le voici, qui est accepté, il fallait juste faire 2 dossiers, encore est accepté, donc c'est un gros CTI. Alors aussi le cours, les Venture Kick, j'ai participé au concours Venture Kick, pas réussi, j'étais encore trop axé techno, on voulait vraiment voir quelque chose qui tourne. La Confédération fait des cours très intéressants. Et j'ai bénéficié aussi d'un coach, M. Pascal Butey, qui, alors que son mandat est terminé, me coach toujours. Je vais voir le Business Angel à Zurich, hein. Il dit ouais, super ton truc, mais il faudrait encore quelques utilisateurs enthousiastes, donc ça ne va pas, comme ça c'était un peu trop early. Patente, alors je suis très fier de vous montrer cet unique exemplaire, on comprend très bien avec un très beau Mozart qui est venu des États-Unis. Donc en fait, voilà, c'est déjà une bonne chose. Je rencontre Wapiko, René Valquer et Olaf Ruggieri et ils sont d'accord de me communiquer Ipspace, voilà. On verra après. Et finalement, Simon Trey, le fan, fait son travail de master en informatique sur une étude comparative du procédé HIP et des autres procédés, des autres modèles de données qu'on a vu avant. Avec M. Sam, on ne s'arrête pas là, on continue. On va déposer un brevet, mais cette fois sur sur Ipspace. Donc Ipspace est une application qui est basée sur une technologie brevetée et qui est protégée par un brevet européen là jusque maintenant. Et tout ça n'aurait pas été possible
sans les encouragements et l'appui financier de Vincent, mon frère. Voilà, j'excuse. En résumé, donc HIP, la mise au point de HIP, le développement de HIPSpace, la protection des deux, l'argent et les efforts déjà mis par WAPICO, les investissements de Vincent, les financements de la promotion économique, les financements de la Confédération à la HEARC, ça fait en total 1 500 000 aujourd'hui sur ce projet-là. Donc, maintenant, nous sommes le 10 décembre à 10 h pile, le lancement de HIPSpace sera donné. Donc, je vais essayer de parler maintenant un petit peu de HIPSpace. Donc, on utilise l'outil informatique pour faire plein de choses, les emails, les contacts, les web, la navigation web. J'ai un peu des soucis avec mon truc ici. Le doc, pour faire toutes sortes de choses. Et on utilise donc des applications que vous connaissez, des applications bureautiques, etc. Elles sont un peu différentes. Et toutes ces applications génèrent toutes sortes de fichiers différents. Et on arrive normalement à les ranger dans des dossiers en utilisant le file system qui est le Finder pour Mac ou l'Explorer. Mais Apple a fait des études sur le comportement des utilisateurs et ils ont vu que quand l'utilisateur était confronté au système de fichiers, la courbe d'apprentissage devenait beaucoup plus raide. Donc ils se sont dit, on va essayer d'oublier ce système de fichiers. D'ailleurs, j'ai vu un beau-frère récemment qui me faisait des démonstrations d'applications, de comptabilité analytique, maîtrisait tout ça. Par contre, je lui ai appris comment on faisait pour déplacer un fichier d'un dossier vers un autre. Effectivement, il ne comprenait pas, il n'avait pas capté ça, mais il utilisait plein d'applications pour son business. Donc Apple a dit, ok, maintenant il n'y a que des applications, et c'est pourquoi sur ces appareils, il n'y a plus de Finder, et il n'y a que des applications. Apple se dit, ok, le gars il fait des mails, soit il fait des web, etc. Mais il y a quelques liens possibles entre ces applications, mais ce n'est pas le bon plan à mon avis, parce que moi dans ma tête, j'aimerais pouvoir faire des connexions entre plein de choses. Et cette segmentation que propose ces outils-là m'empêchent de faire ça. On me dira, mais il y a le bureau. Le bureau, c'est quand même un endroit où on peut fédérer, rassembler toutes sortes de choses, mais il y a un inconvénient déjà, c'est que la plupart des informations sont dupliquées. On ne va pas pouvoir prendre un titre d'un morceau de musique et le mettre sur le bureau, il va automatiquement faire une duplication. Enfin bref, ou c'est déplacé, alors que c'était bien rangé à l'endroit, c'est déplacé. Il y a des alias, des trucs compliqués, mais les gens ne comprennent pas. Ou tout n'est pas permis, on ne peut pas tout mettre sur le bureau, des contacts ou des textes. En fait, le bureau tel qu'il est utilisé maintenant, c'est juste un dossier. Donc ce problème de segmentation de l'information. Il y a un autre souci. Oh merde, c'est un mot, je m'excuse, je vais le faire. Je les ai. Ouais, parce qu'il progresse, parce qu'avec le temps, eh bien, on entasse beaucoup d'informations. Et quelle solution ces applications proposent? Eh bien, de encore segmenter, de rajouter plus de tiroirs, plus de dossiers, plus de trucs, plus de playlists, plus d'albums, plus de groupes, plus de sous-groupes, plus de boîtes aux lettres, etc. Ce qui augmente encore l'application. Donc, la segmentation de l'information. Pourtant, comment est-ce qu'on fait? Ah, même encore. On en arrive à créer des dossiers qui ont des dates. On en arrive à créer des groupes de signés par date, tellement on en a. On va les mettre tous dans 2009, 2010, 2012, etc. Pourtant, j'ai dans ma tête, comment je fais? J'ai 2 caméras, je vous vois, je vous entends, j'ai des 5 sens, j'arrête pas de tout le temps recevoir l'information. Est-ce que je l'accumule? Est-ce que je l'entasse? Eh non, je l'enregistre. Je l'enregistre et j'ai une conscience qui me dit maintenant, voici les informations qui me sont nécessaires pour vous poser, mais je peux très bien, si je veux, me parachuter avec M. Édouard Vignon, me souvenir de quoi on a discuté, etc., et puis revenir ici. Donc, on n'entasse pas l'information, elle est rangée dans le temps. Plutôt que de l'entasser, on la range dans le temps, et plutôt que de la segmenter, eh ben, on fait des connexions avec nos neurones.
Et puis, vu qu'on l'arrange dans le temps, ben, c'est facile. Moi, je viens d'oublier ça, je peux revenir en arrière dans le temps, dire attends, je sélectionne les 2-3 choses qui sont en, hop, je les mets tous ici, et je les traite dans ma conscience maintenant. Ça, j'oublie. Ah mince, il fallait que je prenne ça. Zut, je me souviens, je reprends ça. Et voilà comment ce qu'on fait avec notre conscience. On est capable de balayer dans le temps. Ce que je viens de faire avec XP, j'ai balayé dans le temps légèrement les choses. Donc, plutôt que de supprimer le système de fichiers, il doit améliorer le bureau, mais le bureau marche toujours sur XSpace. Voici mon bureau Mac. Donc, il fonctionne toujours, sauf qu'il n'est pas temporel, donc les choses s'entassent. Donc, on est capable de faire des filtres, hein, de connecter toutes sortes de... Je vais filtrer cet objet ici. On voit que j'ai étendu ma conscience. La zone verte, c'est mon souvenir. Je l'étends sur plusieurs années, mais je suis capable de filtrer. Et avec le système, je suis capable de me dire, ok, est-ce qu'il y a des connexions avec cet objet cerveau? Est-ce qu'il y a des connexions avec la Silicon Valley? Est-ce que c'est le cerveau de Nestor? Je peux remonter dans le temps aussi loin que je veux, jusqu'à éventuellement trouver une connexion. En fait, c'était le cerveau du premier bonhomme. Voilà. On peut donc naviguer dans le temps. Alors ici j'ai le curseur orange en haut, vous voyez. Je me promène, donc tout ce que je vous ai préparé ici sur des années, je peux aller le rechercher comme ça. Il est rangé, les informations sont rangées dans le temps. Bien sûr, on peut zoomer et puis aller dans des trucs précis sur une journée et puis voir ce qu'on vient de voir juste avant, comme ça, etc. Elle est repiquée donc des informations à ce moment-là. Il y a d'autres manières de naviguer dans le temps. Par exemple, je sais qu'avec Jean-Baptiste, cette photo va me permettre de retrouver plein d'informations. Il suffit que je prenne ce petit utilitaire ici, que je prenne la photo de Jean-Baptiste, que je la drague, enfin que je la glisse sur la date de création, et automatiquement je me trouve sur un bureau ancien. Ici, c'est un bureau, je dois être en juillet-août 2011. Et puis, donc j'ai plein d'informations associées. Je sais que de toute façon, moi, il me faut juste cette photo dans ma tête, c'est la photo, et puis après, je peux ouvrir bien sûr le truc ici, le document, et j'ai plein de documents là-dessus. Donc c'est une manière d'aller chercher l'information, je sais qu'elle est rangée. Une autre méthode, par exemple, je sais que ce monsieur Rolf, je l'avais vu avec 2 autres personnes dont je ne sais plus le nom. Mais je l'ai posé une fois sur mon bureau. Donc, il suffit de le prendre, de le mettre et simplement de voir, ici vous voyez, qu'il a existé en 2008, là-haut, sur mon bureau. Je peux aller avec le curseur et simplement venir ici. Et voici M. Rolf qui est là avec les 2 autres compères que je cherche ou avec d'autres informations connexes qui sont aussi arrangées dans le temps. Voilà. Ça on a vu. Et puis il y a aussi une autre faculté de cet espace, c'est qu'il est capable de réunir toutes sortes d'informations hétérogènes sans les enlever d'où ils sont. Si je regarde ce document ici, je vois où il est. Vous voyez qu'il est dans plein de dossiers, de dossiers. En fait, il est là où il se trouve. Et puis il est en plus en connexion avec d'autres dossiers. Et c'est une manière de retrouver un chemin complexe uniquement par quelque chose qui est posé sur le bureau. Je peux chercher, attendez, je vais vous montrer ça. Aussi une photo, par exemple, la photo de Marie-Claire, je sais qu'elle est rangée à un endroit, et puis dans ce carton où elle est rangée, il y a d'autres photos. Donc il suffit que je la sélectionne, et puis j'ai un petit bouton ici que j'additionne ces photos, et puis que je les sélectionne, comme ça, je sais qu'il y en a d'autres. Voilà, je vais prendre 6 photos. Voilà les 6 photos, je peux les recadrer, les réarranger dans l'ordre, comme ça. On va les mettre comme ça, et les poser sur le bureau. Voilà, on voit ici en haut qu'en fait, ils ont été posés à partir de maintenant, et que dans les années passées, ils n'existaient pas, ils n'ont jamais été posés. C'est la première fois qu'ils sont posés sur le bureau. Donc, les avantages sont de naviguer dans le temps, de ranger l'information dans le temps, de filtrer l'information et de réunir toutes sortes d'informations hétérogènes. J'ai
mode d'emploi, parce que c'est quand même une application qui sert à faire quelque chose. Je vous dirais maintenant, la mode, c'est de faire des applications avec deux boutons hyper simples qui font une chose, comme sur ces machines. Non, c'est vraiment une application qui est pour la productivité. Mais en fait, elle est quand même hyper simple. Il y a deux actions très importantes, c'est release, lâcher prise, et recall, rappeler. C'est comme maintenant, ok, il y a des informations que je peux réaliser, lâcher, et puis je me dis, ah merde, il faut que je récupère des choses. Donc ces deux actions-là, je peux vous en faire une petite démo. Comme ça, j'ai dû faire avancer le temps un peu plus rapidement pour qu'on voit quelque chose. Donc je release, j'efface avec la touche delete, et bien on voit que l'information s'en va gentiment dans le temps. Je peux la rappeler, et la voilà qui apparaît, et la réaliser, etc. Je peux donc tous les enlever, on va tous les oublier. Et puis maintenant, en augmentant la zone souvenir, vous voyez, sur orange, je peux remonter et dire, ah, mais voilà ce que j'avais en transparence, c'est ce qui est dans mes souvenirs, et je vais récupérer ça, le rappeler, et voilà. Donc, c'est des manipulations très simples qu'on fait. On utilise certaines informations, on les met sur son bureau, des informations sur lesquelles on bosse, on travaille, on les oublie quand on a fini, on les rappelle éventuellement, et petit à petit, ça crée son histoire, son histoire s'inscrit dans le temps. En plus, on la connaît, sûr que c'est la sienne. Je vais enlever Isabelle.